Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous, pour l'instant, m'entendez bien et nous voyez bien avec Johari sur le chat? Je ne sais pas si vous êtes déjà familière de cet outil, mais on ne vous voit pas du coup avec Johari. Normalement, vous nous voyez, vous nous confirmez. Et vous pouvez effectivement, du coup, comme Laetitia vient de le faire, parler avec nous sur le chat. Je vais partager mon écran. Bonjour Hugo, hello Diane, Laetitia. J'ai partagé mon écran pour les premières minutes du coup de cet event. Et ensuite, vous allez le voir, on va être sur un mode un petit peu interview, donc je les retirerai. Hop. Voilà. Ok. Écoutez, bonjour tout le monde. Je suis très contente de passer ce moment de post-déj avec vous et avec Johari aussi d'ailleurs. Merci beaucoup d'être avec nous. On va du coup être pendant 1 heure ensemble et l'idée de ce moment, ça va être de démystifier, comme vous le voyez, le growth. Vous nous direz après un petit peu dans quel poste vous évoluez. Mais c'est vrai qu'on entend pas mal de choses autour du growth. Soit il est un peu mal compris, soit il enveloppe avec lui un peu son lot d'idées reçues. Et donc, ce qu'on s'est dit avec Johari, c'est que ce serait intéressant justement de s'attaquer à ce terme un peu galvanisé. Et vous allez le voir du coup sous le prisme de toi, tes 2 expériences, Johari, mais aussi des formations que tu as pu faire. On va essayer pendant 1 heure de poser les fondations les plus solides possibles sur cette discipline et sur ce terme. Avant ça, on va faire des petites présentations. Celle de Johari, vous allez le voir évidemment, arrivera pendant la partie interview. Mais bienvenue tout le monde chez Lyon. Moi, c'est Annabelle et je suis programme manager dans cette école. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je m'occupe des formations métiers. Vous verrez, je vous dirai 2-3 mots sur nos différentes formations tout à l'heure. Et voilà, je suis un peu ce pont entre les intervenants, intervenantes et les gens de la promo. Ce qu'on s'est dit, ce qui serait cool avec Johari, c'est d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre parcours, sur ce que vous faites en ce moment. Est-ce que vous êtes déjà en marketing? Est-ce que vous venez de prendre un poste en growth? Est-ce que vous êtes plutôt en reconversion et que vous hésitez justement à vous lancer dans cette discipline? Voilà, dites-nous tout sur le chat. Et je me rends compte en vous parlant que moi, je ne vois pas vos réponses. Mais Johari, je te laisserai du coup, même moi aussi dans mes questions, je reviendrai après sur le chat. Comme ça, on pourra articuler le mieux possible et faire de cet event quelque chose qui vous corresponde le plus possible. Johari, je veux bien que tu me lises du coup les réponses si on en a. Du coup, il y a Daria qui nous dit qu'elle est content manager, mais intéressée plutôt par la growth. Il y a Laetitia et Diane qui viennent de prendre des postes en growth. Ok. Il y a Ayana qui est en train de taper. Ok, ça marche. Voilà, des gens qui connaissent déjà, j'ai l'impression quand même. Ok, globalement, donc ils viennent de prendre un poste en growth et en content. Ok, écoutez, les autres, on vous laisse continuer de taper, mais très chouette du coup pour les premières présentations. Alors, dernière présentation de la dernière partie. Qui on est chez Lyon? On est l'école de l'ère entrepreneuriale. C'est vrai qu'on est, et je pense que vous allez être assez d'accord avec ce constat, dans un monde qui évolue sans arrêt, que ce soit en termes d'outils, en termes de métiers, en termes de façon de faire, en termes de moyens de communication. Et c'est vrai qu'il y a un peu un risque dans ce flow, ce bouleversement absolument permanent, c'est celui de l'inertie, se dire qu'en fait, on attend que ces changements-là viennent frapper de plein fouet soit votre entreprise, soit votre métier. Et en fait, Lyon, du coup, arrive dans cette démarche-là et de se dire qu'en fait, le changement peut être quelque chose de ultra positif pour votre carrière, pour votre vie pro, dans la mesure où vous pouvez en fait le faire vôtre et vous dire que vous attendez pas qu'il y ait d'énormes bouleversements, soit dans votre industrie, pour en fait passer entre guillemets à l'action. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on dit ère entrepreneuriale, nous, chez Lyon, on n'a pas du tout vocation, à travers nos 6 formations, de former des personnes qui ensuite se lancent dans l'aventure entrepreneuriale au sens fondation d'une boîte du terme, mais plutôt de se dire que, en fait, dans nos formations, grâce à des intervenants qui sont des experts terrain, comme vous allez voir, du coup, là, Johari, justement, c'est pas quelqu'un qui va venir vous donner une définition ultra pointilleuse et basique du growth, mais en fait, c'est quelqu'un qui qui évolue sur le terrain, qui en fait va vous parler réalité, va vous parler projet concret
Et c'est ça qu'on est chez lui, en fait, de se dire que les personnes qui vous transmettent le savoir sont des personnes qui vivent dans ce changement-là et qui viennent vous en parler pour que vous puissiez vous aussi apprendre sur ces nouvelles compétences, sur cet état d'esprit qui est celui du passage à l'action et des réinventions permanentes de ce que vous faites et de vos connaissances. Vous me direz après à la fin si c'est clair sur la partie Lyon et je pourrais y revenir évidemment en conclu. Mais on va là du coup on va passer évidemment à la partie interview puisque c'est ce qui vous intéresse le plus. Ça c'est pour les programmes. On en a 6 qui sont très très métiers et ces 6 programmes-là, justement, partagent cette même pédagogie qui est ultra forte, qui est celle de l'action, non seulement par les intervenants qui, justement, eux, sont eux-mêmes dans l'action, et par les programmes qui vous font mettre, vous, participants, participantes, promotion, les mains dans le cambouis. Sans plus attendre, on va commencer, du coup, avec la partie interview. Je vais, du coup, arrêter de partager mon écran. Et peut-être un petit mot sur la façon dont on va dérouler ce moment-là. Ce qu'on vous propose avec Johari, c'est vous allez voir d'articuler cette presse sous la forme d'ITV. Donc, il y a 4 parties, vous le verrez. Et si vous avez des questions qui sont très liées à ce que Johari dit sur le moment, donc que ce soit des précisions de vocabulaire, des acronymes qu'on a peut-être oublié de préciser, des anglicismes, parce qu'il va y en avoir, vous le verrez, vous écrivez et direct, vous écrivez votre question sur le chat et direct, on y répond. Si c'est des questions sur lesquelles ça demande un petit peu plus de précision, de développement de la part de Johari, on les prendra à la fin. Je vais essayer, parce qu'évidemment, c'est un event qui est fait pour vous correspondre le mieux possible. Donc, je ne vais pas poser des questions pendant toute cette heure. Alors, je vois que vous voyez encore... Ok, je désactive le partage d'écran. Et donc, pour vous en dire un tout petit peu plus sur la structure de l'ITV, on va commencer par une partie qui est vraiment sur Johari, sur comprendre un petit peu comment est-ce qu'il a été amené à arriver dans le growth. On va amener une grosse partie qui va être du coup la plus importante de cet event pour voir ensemble ce que ce n'est pas le growth. Comme ça, vous allez comprendre ce qu'il est. Ensuite, on va parler concret dans une 3e partie et finir sur une note inspirationnelle. Alors, première question sur toi, Johari, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours avant le growth, ce que tu as fait comme formation, les stages que tu as pu faire? Yes, carrément. Du coup, moi, j'ai un parcours classique, entre guillemets. J'ai fait une prépa et une école de commerce juste après. Quand j'étais en école, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de stages. J'ai commencé la plupart de mes stages en start-up. Sur pas mal de métiers différents. Enfin, j'ai fait du marketing communication, de l'ops, du sales, notamment. J'ai beaucoup aimé le milieu startup, donc je savais que c'était là-dedans que je voulais travailler. Et mes 2 derniers stages les plus importants de césure et de fin d'études, je les ai fait du coup en VC, en venture capital, donc qui sont les fonds d'investissement qui investissent du coup dans les startups, donc toutes les levées en seed, série A, série B, etc. Qui est un milieu que j'ai beaucoup aimé, dans lequel à la base je voulais travailler tellement j'avais aimé ça, et finalement je me suis pas forcément dirigé vers cette voie, mais voilà un peu mon parcours. Et après j'ai commencé à trouver mon premier CDI du coup chez Germinal, où j'ai passé 1 an là-bas en tant que growth. Donc j'étais surtout responsable de toute la partie exécution, donc c'est moi qui faisais les campagnes ads, donc toute la partie traffic management, le tracking, les landing pages, les campagnes d'outbound, etc., etc., donc très transverse. Et au bout d'1 an, je suis parti pour rejoindre Silver. Donc là, ça fait à peu près 1 an et demi que j'y suis. Je fais partie des premiers employés. Donc, dans les 5-10 premiers employés, aujourd'hui, on est à un peu plus d'une centaine. Donc, j'ai vu un peu toute la croissance de la boîte en très peu de temps, en un peu plus d'1 an. Donc, voilà. Et tu nous as parlé du coup des stages. Est-ce que tu pensais être du coup une future carrière en VC? Quel changement un peu s'est opéré? Comment est-ce que finalement tu es un peu retombé, t'es tombé complètement vers le growth, et à quelle période surtout du coup? Ouais, du coup j'ai fini mon stage de fin d'études juste avant le premier confinement. Ouais. Et pour être très honnête, en gros, je voulais continuer en VC. C'était très compliqué à l'époque, il y avait très peu de place et beaucoup de demandes. Et en plus, c'était le Covid. Et finalement, j'ai pas réussi à trouver
à trouver un CDI dans ce milieu. Du coup, je me suis dit, la réflexion, c'était OK. Moi, ce qui m'intéresse depuis le début, c'est les startups, l'entrepreneuriat, la tech. Donc, a priori, c'est sûr que je vais travailler dans ce genre de structure et pas dans une PME, un grand groupe ou autre. Donc je me suis dit, OK, si je travaille en startup, c'est quoi les métiers qui pourraient m'intéresser, sachant que j'avais déjà fait du coup toute la partie communication, ops et sales. Enfin, j'avais déjà un peu découvert ce que c'était. Je me dis ce qui pourrait me correspondre. Les 2 derniers qui restent, ce serait product ou growth. Et en penchant un peu sur les 2 métiers, finalement, je me suis orienté vers le growth parce que je trouvais que ça. Déjà, moi, j'avais besoin d'un métier qui nécessitait vraiment des hard skills. Enfin, je voulais savoir faire des trucs que tout le monde ne sait pas forcément, pas forcément faire. Je voulais vraiment que mon travail ait une barrière à l'entrée qui est que si tu ne sais pas faire ces choses-là, bah, tu ne peux pas faire le métier. C'est un truc qui me plaisait bien. Et au-delà de ça, je me reconnaissais bien dans le mindset un peu test and learn, débrouillardise, du growth. Et c'est pour ça que finalement, je suis plutôt parti vers ce métier-là, sachant qu'aujourd'hui, j'exclus pas du tout le product. Et même quand tu fais du growth, c'est quand même assez lié au product. Et c'est quelque chose que je pourrais envisager dans le futur. C'est toujours quelque chose qui me plaît pas mal quand même. Et tu vois, tu parlais de la partie hard skills. On en parlera peut-être un petit peu plus tard de la partie soft. Mais justement, toi, comment tu as fait pour... parce que du coup, tu nous as dit que ton premier poste en tant que growth, c'était chez Germinal, ton premier CDI. Du coup, quand tu es arrivé, tu avais déjà un certain nombre d'hard skills qui étaient acquises. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour te former, du coup, pendant le confinement? Ouais, du coup, très bien, j'avais pas tant de hard skills que ça quand je suis arrivé chez Germinal. Le seul truc que je savais faire, c'était faire des landing pages. Et ça tombait bien parce que du coup, le cas pratique, c'était là-dessus. Donc, ce qui m'a permis du coup de rentrer chez Germinal là-dessus. Mais en gros, moi, pendant le confinement, du coup, j'étais rentré chez mes parents et je me suis enfermé un mois et demi dans ma chambre et j'ai appris un peu tout ce que je pouvais apprendre sur le growth sur Internet. Au début, c'était assez compliqué parce qu'en fait, je tombais sur des ressources, je lisais des trucs de stratégie, de growth manager, etc. Parce que j'étais pas du tout ce que j'allais faire, mais j'ai vite su me recentrer en fait sur l'essentiel, sur les trucs que je devais vraiment maîtriser en tout cas théoriquement. Donc voilà, j'avais toute la théorie, mais en vrai en termes de pratique, j'avais pas fait grand chose. Moi, je suis très dans le fake it until you make it, et ça a plutôt bien marché en vrai jusque là. Donc voilà. Mais j'avais vraiment toute la partie théorique, mais en termes de hard skill, à part vraiment faire des landing pages sur Webflow, je ne savais pas faire grand-chose. Ok. Et est-ce que justement ça a été parce que du coup t'as été pris chez Germinal sur un poste de growth manager junior peut-être, mais est-ce que du coup, pendant les process ou ce process-là de recrutement, ça a été un frein le fait que t'aies pas trop d'expérience ou justement c'était un challenge qui En fait, je suis tombé vraiment au bon moment parce que dans la boîte à ce moment-là, ils misaient beaucoup sur les juniors, sur la courbe d'apprentissage, des gens qui allaient apprendre vite, qui étaient curieux, etc. Et ça m'a pas mal servi. C'est pour ça que ça n'a pas trop été un frein quand je leur ai dit, bah voilà, je me suis formé tout seul pendant un mois et demi. En fait, c'est un truc qui leur a beaucoup plu. Et c'est principalement, même si j'avais pas d'expérience préalable, ça, c'est un truc qui les a pas mal convaincus. Finalement, ça n'a pas été un frein au début. Par contre, en parallèle, j'avais postulé à quelques autres boîtes, à 2-3 autres startups. Et même celle-ci, en vrai, c'était pas un frein non plus. Dès que je leur racontais, voilà tout ce que j'ai appris, ce que je sais faire, ils étaient en mode, pourquoi pas, on peut parler, etc. Ça n'a jamais vraiment été un frein, en vrai, pour le coup. Ok. C'est vrai qu'en vrai, ça démontre quand même pas mal d'un certain état d'esprit qui, à mon avis, du coup, même a dû plaire à Germinal. Écoute, ce que je te propose là, que maintenant ton parcours nous semble un petit peu plus clair, c'est peut-être de passer à la partie démystification du growth. Comme ça, on essaye de poser les fondations les plus solides possibles sur ce qu'est ou n'est pas cette discipline. On a un peu cette image, et dites-moi aussi dans les personnes qui nous écoutent si vous avez aussi cette idée reçue, ou en tout cas vous l'avez vue, mais cette image du ou de la growth hackeuse dans sa chambre qui en fait bidouille des trucs derrière son ordi toute la journée. Est-ce que déjà c'est vrai que le growth, c'est vraiment beaucoup de bidouilles ou pas tellement, ou ça l'était auparavant, vraiment ce truc très fort de finalement technique non conventionnelle. Voilà, dans quelle mesure est-ce que ce truc bidouillage est vrai? Parce que c'est vrai que tu vois, dans le terme, par exemple, growth hacker, hacker, il y a quand même un peu cette notion de, en vrai, on fait un peu les trucs, tu vois. C'est quoi ta réalité, ton opinion par rapport à ça? Ouais. Alors, je pense que c'est pas forcément vrai, mais quand même un peu. Parce que si on entend en vrai non conventionnel dans le sens
on sort un peu hors des sentiers battus. En gros, je m'explique, mais quand tu parles à quelqu'un de lambda qui ne connaît pas le growth et tu lui donnes un use case, forcément, toutes les réponses qu'il va te donner, ça demandera toujours des trucs hyper manuels. Donc, je prends un exemple hyper concret, mais si tu demandes à quelqu'un, OK, j'ai cette personne, j'aimerais bien lui envoyer un email, comment je fais pour trouver son email? Bon, la personne va chercher je ne sais pas où pendant plusieurs dizaines de minutes, pendant plusieurs heures. Alors que quand tu utilises des techniques de growth, c'est très bien que tu peux utiliser un logiciel en particulier qui te sort directement l'email. Et juste le fait que si tu prends une personne lambda qui ne connaît pas, tu regardes un peu c'est quoi sa réponse, je trouve que finalement, utiliser des techniques de growth de ce type-là, ça sort quand même en fait des sentiers battus et c'est pas conventionnel. Juste ce qu'on peut dire pour contrebalancer, c'est qu'aujourd'hui, ça se démocratise quand même le growth de plus en plus. Donc, tu as des gens que tout le monde commence à connaître, Phantom Buster, pour scraper des trucs, Lemlist pour envoyer des messages automatisés. Donc, ça, les gens commencent à connaître ce genre d'outils. Mais en vrai, ce que j'ai dit, si je prends quelqu'un de lambda, il ne connaît pas ces outils-là. Et du coup, ces outils-là, pour la plupart des gens, c'est des outils non conventionnels et des techniques non conventionnelles en soi. Donc, je pense que c'est quand même assez vrai. Ça reste quand même non conventionnel. Après, par essence, le growth marketing, ça reste une sous-branche du marketing digital. Donc, c'est des gens quand même, les gens connaissent ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas forcément que de la bidouille, etc. Mais c'est quand même beaucoup de choses de manière autonome. C'est beaucoup de test and learn. Donc, tu as quand même, pour moi, quand même ce côté bidouille et technique qui se déplace de plus en plus. Mais c'est intéressant parce que du coup, selon toi, en fait, le fait que ce soit non conventionnel, c'est pas parce que en fait, finalement, c'est des techniques qui sont pas, je sais pas légales ou tu vois un truc un peu genre fait en soum, mais plutôt parce qu'en fait, c'est des techniques qui sont pas trop répandues, mais qui ont de plus en plus vocation à l'être. Du coup, c'est assez intéressant. Il y a une deuxième idée, un peu idée reçue. Que je vais te dire là maintenant et tu me dis, de toute façon là il y en a à peu près 7-8 et tu me diras à chaque fois du coup ton avis là-dessus. Avec le growth, on cherche une croissance exponentielle en un temps très court. Est-ce que c'est vrai et dans quelle mesure ça ne l'est pas si ça l'est pas? C'est assez marrant parce que du coup les idées reçues sont tournées comme s'il fallait vraiment les invalider à chaque fois, mais pour le coup, je pense qu'effectivement, si tu prends l'affirmation comme ça, non, c'est pas vrai. Mais je pense que c'est pas tant un mythe que ça, dans le sens où si tu fais bien du growth, tu peux faire décoller une boîte en très peu de temps. Et c'est là où je nuance. En fait. Quand je dis très peu de temps, c'est genre en 6 mois. Quoi. Évidemment, si tu veux faire du growth en 3 semaines, tu vas absolument rien faire. Mais si tu prends une time frame qui est par exemple de 6 mois, je pense que réellement, tu peux commencer à faire une grosse croissance sur une période de temps qui est assez courte. Après, le vrai growth, pour moi, c'est quand même la recherche de la croissance à long terme, construire des sortes de systèmes qui s'auto-alimentent et communiquent entre eux. Et dans ce sens-là, je ne suis pas trop aligné avec cette affirmation. Parce que même si on peut obtenir des résultats assez rapidement, le but, c'est quand même... faut toujours être dans une logique long-termiste. Tu n'es pas là juste pour faire de la croissance pendant 6 mois et après voir le truc qui dégringole. Donc oui, c'est possible, mais c'est pas trop ma vision. Pour moi, c'est quand même un truc long terme. Ouais, mais qu'une stratégie growth, c'est pas seulement pour les 6 mois à venir. Alors, c'est possible que ça vienne dès les 6 mois, c'est que ça s'installe. Ok. Yes. Autre idée reçue ou non, du coup, le growth, c'est seulement pour les startups. Là pour le coup, là je suis assez catégorique, mais je dirais non. Encore une fois, le growth c'est un peu un terme galvaudé, hein. C'est une sous-branche du marketing digital. Et du marketing digital, en soi, par essence, toutes les boîtes en font pour faire connaître leurs produits ou leurs services. Donc non, c'est pas réservé aux startups. Ce qui va faire qu'aujourd'hui, on utilise en fait ce terme en startup et qu'il y a des fiches de poste depuis plusieurs années sur ce métier-là, c'est parce que c'est beaucoup plus démocratisé dans ce genre d'entreprise, tout simplement parce que ça nécessite en fait le growth de l'agilité, de la rapidité et du droit à l'erreur. Et peut-être que ces 3 trucs-là, c'est des trucs qu'on a beaucoup moins quand tu es une grosse entreprise qui est très structurée. Mais c'est hyper important juste quand tu recrutes un growth hacker, tu es obligé de lui laisser du droit à l'erreur, de comprendre que tout ce qu'il va faire, ça va pas forcément marcher. Et ça, généralement, les startups, elles sont quand même dans ce mindset-là d'agilité, de rapidité. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est plus démocratisé en startup. Mais c'est pas pour autant qu'on peut faire que du growth en startup. Je connais plein de gens qui travaillent dans des grosses entreprises, dans des PME et qui font du growth. Ok. Intéressant. Est-ce que pour faire du growth, il faudrait forcément beaucoup de budget? Alors non, on peut faire du growth avec peu de moyens. Mais par contre, moi, je suis complètement d'avis que si tu as peu de moyens, tout ce que tu feras, ça sera quand même plus long pour obtenir des résultats.
Typiquement, je sais pas, si tu n'as pas d'outils pour trouver des emails, tu vas devoir tester des combinaisons d'emails, te débrouiller pour aller chercher les emails. Évidemment, ça prend beaucoup plus de temps que si tu as des moyens. Pour bien faire les choses et les faire rapidement, moi, je pense que oui, pour faire des grosses, il faut du budget. Et pareil, tu prends un exemple très concret, tu veux faire des ads sur Facebook. Évidemment, si tu mets 10 € par jour, le temps d'avoir des apprentissages, c'est pas pareil que si tu en mettais 100 ou 150 par jour, quoi. Donc ouais, je pense qu'il faut quand même du budget si on veut le faire bien et rapidement. Et si on n'en a pas, on peut toujours en faire, mais ça sera long. Et de temps, ouais. Ok. Le seul framework qui guide un peu chaque action growth et qui est mise en place dans toutes les organisations, c'est celui AARRR. Et je te laisserai du coup expliquer ce que c'est que ce modèle-là. Ouais, du coup, le framework AARR, c'est un framework qui veut dire acquisition, activation, rétention, referral et revenus, qui sont un peu les 5 étapes dans lesquelles le growth peut intervenir dans tout le life cycle, dans ce cycle de vie d'un lead jusqu'à ce qu'il devienne un client. Alors moi, je suis pas très, honnêtement, framework de base, mais par contre, celui-ci, honnêtement, je le trouve hyper complet et hyper juste. Je trouve qu'il couvre vraiment tout. Donc en vrai, ouais, je pense que c'est quand même un très bon framework quand on fait du growth. Après, tu en as probablement d'autres qui existent. Juste en vrai, moi je les connais pas, ces autres frameworks. Et je trouve que celui-ci, en vrai, il est quand même très juste. Et je suis typiquement en ce moment en train de faire une réorganisation de la team et je le réorganise en fonction de ce framework-là. Ok, ça marche. Tu pourras nous en parler après de comment est-ce que vous vous organisez avec la team. Je me note. Alors, Laetitia, on va se poser sur cette question-là de Laetitia. Je ne sais pas si tu la vois, Joari, mais je te la lis. En quoi ça consiste alors, peut-être sans donner des exemples concrets tout de suite, peut-être plus se développer du coup en termes de théorie, comme ça après on pourra donner plein d'exemples de ce que tu as pu toi mettre en place. Du coup, le premier A, donc, comme je disais, c'est acquisition. Donc, c'est tout ce que tu vas mettre en place dans ta boîte. Donc, ça dépend après si tu es en B2C ou en B2B. Mais si tu es en B2C pour acquérir directement ton client, si tu es en B2B pour faire de la génération de leads. Toute la partie activation, c'est une fois que, je sais pas, je prends un exemple, en B2B, tu as fait un essai gratuit ou tu as créé un compte sur la plateforme, comment tu pousses cet utilisateur à utiliser vraiment ton produit, parce qu'on s'est tous déjà, inscrits sur une plateforme, on a créé un compte et finalement on fait rien, on en sort direct et on fait jamais rien. C'est comment tu pousses du coup la personne à l'activation, à vraiment faire des choses sur ton produit. Toutes les 3 R qui suivent, c'est une fois qu'il est déjà client. Donc tu as la partie rétention, donc tout ce que tu peux mettre en place dans une boîte pour que le client que tu as actuellement, il reste ton client et il continue à consommer. Typiquement, si tu prends un exemple en e-commerce, tu as un client qui a acheté une fois, c'est un client. Comment tu fais pour qu'il continue à acheter une deuxième fois et augmenter son panier moyen? La partie referral, donc c'est toute la partie qui va te permettre de faire de l'acquisition grâce à tes clients existants. Donc, tu as des clients qui vont te recommander à d'autres clients et c'est comme ça que tu vas pouvoir du coup augmenter ta base de clients. Donc, la partie referral, c'est... je n'arrive pas à traduire en français parce que ce n'est pas parrainage, mais je ne sais plus exactement ce que c'est exactement le terme. Et la partie revenu, c'est comment, du coup, à l'échelle de la boîte, avec des techniques de growth, tu vas identifier les endroits, les opportunités de marché. C'est vraiment plus large la partie revenu. Je pense que c'est le plus intéressant dans le growth, c'est la partie la plus difficile, mais qui est très stratégique. Mais comment tu vas identifier des nouveaux canaux, des nouveaux pays, des nouveaux marchés, ce genre de choses qui vont te permettre du coup de faire de la croissance. Yes, Laetitia, c'est ça. Referral, c'est recommandation, exactement. Dis-nous, Laetitia, si c'est plus clair là sur la partie très théorie, et tu vas voir la partie d'après, ça va être évidemment en savoir plus sur les projets que toi, Joari, tu as pu mettre en place, comme ça va être hyper concret pour vous. Pour continuer, donc on a vu sur la partie budget, le framework ARRR qui du coup encadre des actions grosses, mais qui n'est pas le seul. Alors, en gros, tu l'as pas mal dit, mais en growth, on peut tenter plein de choses tout le temps. Est-ce que ça, c'est une idée reçue ou c'est plutôt vrai et important justement dans le mindset growth? Alors ça, complètement d'accord. Le but, c'est de tester un max de choses, faire un maximum d'expérimentation. On va pas toujours avoir raison. C'est quasiment impossible que tout ce qu'on teste, ça soit réussi. Par contre, le truc hyper important, c'est que dans tout ce qu'on fait, il faut toujours que ça soit traqué.
Bon, après, je suis un peu biaisé parce que moi, je suis un peu un dingue du tracking. Si c'est pas traqué, je vais jamais faire le truc. Si tu réfléchis un peu, tu n'es pas obligé de traquer pour lancer des trucs et pour que ça marche. Mais encore une fois, si je reviens sur ce que j'ai dit avant, c'est vraiment une opposition, une dichotomie court terme versus long terme. Ouais. Tu peux lancer des trucs sans le traquer, tester plein de trucs, etc. Ça peut marcher. Et par contre, à long terme, tu perds de la data et quand tu veux exploiter vraiment le truc et scaler des trucs, finalement, tu peux pas. Donc voilà. Mais sinon, je suis complètement en accord. Le but, c'est de tester un max de trucs, un max de canaux, faire un max d'AB tests, ABC tests, etc. et voir ce qui marche pas et tout simplement augmenter les budgets sur ce qui marche et définir une stratégie en fonction de ça. Ok, donc test and learn, mais garder en tête justement d'apprendre grâce à une partie qui est hyper importante qui est celle des data. Ok. Exactement. Est-ce que c'est la même... du coup, je transforme maintenant en mode question. Il n'y a aucune différence, donc idée reçue ou non, il n'y a aucune différence entre faire du growth en B2C et en B2B? Alors, c'est complètement différent. Enfin, même pour moi, c'est même pas comparable. Ça n'a absolument rien à voir. Là, j'ai pris un peu les exemples des produits B2C, vraiment e-commerce, etc. Mais en gros, en B2B, les logiques, c'est que tu as des cycles de décision qui sont plutôt longs. Tu as des décisionnaires qui vont prendre les décisions. Tu as des modèles. La plupart des modèles, ça va être sur des modèles, pas la plupart, mais tu as quand même ce modèle sales-led, où du coup, tu as des commerciaux, des SDR, comptes exécutifs, etc., que tu n'auras jamais en B2C. Donc, les structures de boîtes sont très différentes. Ton but, c'est de faire plutôt de la lead generation, la génération de leads, donc générer des prospects et tes canaux. Ça va principalement être des canaux comme de l'outbound et après, les autres vont quand même être similaires en B2C, mais surtout cette partie outbound, en B2C, tu l'auras quasiment jamais. Alors, si tu prends le B2C, là, du coup, tu vends à un individu, un particulier. Donc là, tu as des modèles qui sont beaucoup plus axés sur le produit et pas sur le sales. Et les canaux, pour moi, ils n'ont rien à voir. En B2C, que ce soit un e-commerce ou de la lead gen B2C, ça va énormément passer par l'ADS quand même aujourd'hui. C'est quand même un canal d'acquisition principal. Tout ce qui va être influence marketing également. On peut aussi retrouver en B2B, mais qui est beaucoup moins développé. Toutes les logiques de construire des communautés Instagram, etc. Donc, c'est des modèles quand même, des canaux qui sont très différents. Donc pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Évidemment, tu en as qui sont similaires entre les deux, mais non, B2C et B2B, tu fais pas du tout la même chose. Ok, donc les façons non seulement de te faire voir auprès de tes prospects sont hyper différents et ensuite tout le cycle de vente finalement va être ultra différent. Ouais, à toutes les étapes. Clairement. Ok, intéressant. Est-ce que, non, idée reçue ou non, est-ce qu'il y a, idée reçue ou non, il y a un seul parcours qui amène à faire du growth, c'est celui d'avoir une formation en marketing? Ouais, non, en vrai, là, je pense que c'est complètement faux. Il n'y a pas de parcours particulier, je pense. Ce qui est assez marrant, c'est que quand tu regardes la plupart des growth, en fait, c'est des gens qui sont formés un peu en autonomie, tout seuls, un peu comme moi. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, c'était le cas avant, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont formés tout seuls, où il n'y a pas vraiment du coup de formation préalable à avoir. Franchement, je pense qu'avec une formation en marketing traditionnelle, moi j'ai eu pas mal de cours de marketing quand j'étais en école, mais ce qu'on va t'apprendre, on va te parler de beaucoup de personas, de marketing mix, donc les 4P, la produit, prix, positionnement, je sais plus c'est quoi le dernier, pas mal vraiment de théorie, mais vraiment tout ça, ça ne servira quand même pas à grand chose. Peut-être encore à la limite le persona, ça peut servir, mais sinon ça ne sert pas à grand chose. Donc je pense qu'on est très loin du growth quand on parle vraiment de marketing traditionnel. Par contre, tu vois, à l'inverse, je dirais que quelqu'un qui a été SDR, qui a fait du sales, je pense qu'il ferait un meilleur growth que quelqu'un qui a une formation de marketing. Est-ce que tu peux redire ce que c'est SDR, s'il te plaît? SDR, ouais, c'est Sales Development Representative. Donc, c'est ceux généralement qui sont tout en amont du funnel de la partie sales, donc ils font toute la partie qualification, call de qualification. Ok, ça marche. Et dernière idée reçue ou information à développer, est-ce que c'est la même chose de faire du growth quand tu viens de lancer ta boîte VS quand tu es un peu plus dans une phase de scale et peut-être quelles seraient les différences s'il y en a? Ouais, alors ça, bien évidemment, c'est pas la même chose. Chaque boîte est hyper différente et le stade joue énormément. On fait pas du tout la même chose quand on est en seed que quand on est en série B. Déjà, juste pour une problématique de moyens, quand on seed ou post-seed, au tout début, tu as peu de moyens. En série B, tu as levé beaucoup de fonds, tu as énormément de moyens pour faire plein de choses. Donc évidemment, c'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des canaux qui marchent dans la plupart des boîtes.
Ouais. Mais il faut quand même prendre en compte, je pense, la singularité de chaque boîte. Même s'il y a des canaux, quand je dis par exemple le B2B, évidemment, toute boîte en B2B quasiment va faire de l'outbound, du SEO, etc. Mais on ne va pas le faire de la même manière. L'erreur qu'on voit souvent, c'est des grosses qui, de boîte en boîte, veulent répliquer la même chose sans trop réfléchir. Ça marche quand même assez rarement. Je trouve que c'est un peu le cas des agences d'ailleurs qui font un peu ça. Pour chaque client, elles vont un peu répliquer la même chose. C'est vrai qu'on crée, je pense que deux boîtes qui sont concurrentes mais qui font exactement la même chose peuvent avoir des stratégies grosses qui sont complètement différentes. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment ce qui compte, la manière dont tu le fais, ce qui va être le plus important. Et tu vois, à titre d'exemple, moi je me fais mentorer par plusieurs personnes, des head of growth des plus belles scale-up françaises, donc Payfit, Store, Alma, etc. Et typiquement, au tout début, la première fois que j'ai parlé à ces gens, la première question que je leur posais, c'est comment tu comptes me challenger, me mentorer, sachant que de un, tu connais rien à Silver, tu connais rien à ma boîte, et que moi, ce qui m'intéresse, j'ai pas du tout envie que tu répliques ce que tu as fait dans ta boîte chez Silver. Enfin, ça m'intéresse pas du tout parce que pour moi, c'est complètement différent. Évidemment, tu as des best practices, des trucs qui peuvent être enseignés, mais sinon, tout est différent. On n'adresse pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes cycles de vente. Tu connais 10% de la boîte parce que tu n'es pas dedans. Voilà, c'est un truc que je posais beaucoup au début. Okay. Voilà, donc je pense qu'il n'y a rien à voir d'une boîte à l'autre. Et en stade de développement, pareil, rien à voir. Ok, hyper intéressant. Là, on a vraiment posé, par le biais justement de certaines idées reçues, ce que n'était pas ou ce qu'était le growth. J'espère que c'est plus clair pour vous, si ça ne l'était pas, ou que c'est encore plus clair si vous connaissiez déjà un petit peu. Et là, l'idée, ça va être justement par le biais de ton expérience à toi, Johari, de comprendre concrètement par des projets que tu as pu mettre en place, etc., ce que c'est que le growth. Et la première question, c'est donc, justement, tu nous l'as confirmé tout à l'heure, tu es rentré chez Germinal en ayant finalement plutôt de théorie plutôt que de pratique dans les pattes. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes sur le terrain quand tu es rentré chez Germinal pour lesquelles tu n'as pas été formé et pour lesquelles tu aurais aimé peut-être être formé en vraiment nous parlant, tu vois, projet, mission très concrète ou même prise en main d'outils? Ouais. Honnêtement, littéralement tout. J'aurais aimé être formé à tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, le seul truc que je savais faire en arrivant chez Germinal, c'était Drawing Page. Mais je me souviens que la première semaine, je suis arrivé, on m'a dit vas-y, fais pour un client. Là, du coup, j'étais en binôme avec quelqu'un qui avait déjà des clients. Il m'a dit vas-y, est-ce que tu peux faire des Google Ads donc sur le search et sur le display. Donc le search, c'est dans les résultats de recherche. Là, et le display, c'est les sortes de bannières qu'on peut voir sur les sites. Ok, moi, je ne savais même pas ce que c'était. Je n'avais aucune idée de comment faire ça. Donc lui, évidemment, c'était hyper dur de se former. C'est hyper dur de se former concrètement déjà au paid parce que déjà ça nécessite du budget. Donc si c'est tout seul chez toi, je sais pas, t'es étudiant, tu vas prendre le premier poste, tu vas pas dépenser des centaines d'euros et tout pour te former au paid. Ça n'a pas trop de sens. Donc ça c'est très dur sur la partie paid. Et globalement, même surtout, j'avais une formation très théorique, donc j'ai vraiment dû apprendre tout sur le tas de A à Z. Mais par contre, c'est ça ce que j'ai beaucoup aimé. Ça c'est très cool, c'est que ta courbe d'apprentissage, tu apprends tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où tu n'apprends pas un truc. Donc ça c'était hyper cool, mais ouais, dans l'idéal, si j'avais su déjà faire plus ou moins tout ça concrètement en pratique, je serais allé beaucoup plus vite. Là, du coup, j'ai vraiment dû pendant les 3. Enfin, ça c'est marrant, je dirais que j'étais un peu un stagiaire dans CDI, quoi. J'étais vraiment apprendre un stagiaire tout. Pendant les premiers mois, oui, j'imagine. Et est-ce que, là, avant de continuer sur sur les premières actions que tu as pu, qu'on t'a confiées chez Germinal, est-ce que tu peux nous dire, déjà rappeler peut-être ce que c'est que Germinal et un peu l'état d'avancement de la stratégie growth chez Germinal et tu vois, et ensuite peut-être aussi nous détailler les missions très très concrètes que tu as pu avoir les premiers mois VS après un an d'expérience dans la boîte. Ouais, du coup, Germinal, pour rappel, à l'époque, en tout cas moi quand j'y étais, ça a commencé par un modèle d'agence. Où du coup j'avais un portefeuille de clients, ils venaient nous voir en mode on veut mettre en place du growth hacking dans notre boîte, on va acquérir plus de clients. Et c'était des missions très courtes, ça durait un mois et demi, où en gros toutes les semaines on testait de nouveaux canaux. Donc ça pouvait être semaine 1, on allait faire du cold emailing, semaine 2 du Facebook Ads, semaine 3 du LinkedIn Ads, semaine 4 de l'influence marketing. Je dis n'importe quoi, mais c'était vraiment ça, toutes les semaines, nouveau canal. Okay. Et on analysait toutes les semaines les résultats de chaque canal et à la fin, on faisait un bilan. Voilà ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour vous. Et si demain, vous voulez du coup, continuer à faire ce qu'on a fait en interne, voilà sur quoi il faut se focus, sur quoi il faut doubler les budgets et voilà ce qui ne vaut pas trop le coup d'investiguer. Donc voilà ce qu'on faisait chez Germinal à l'époque. Donc c'était en mode agence.
Et moi, à l'époque où je suis parti, après, du coup, on a fait un pivot. Où, du coup, c'est devenu en gros un SaaS B2C de formation où on payait du coup une centaine d'euros par mois, enfin plusieurs centaines d'euros par mois, pour avoir accès à des vidéos, à du training, à des formations, etc., pour devenir meilleur en gros, tout simplement. Donc moi, je peux parler de ce que je connais. Donc quand j'y étais à l'époque d'agence, donc les premiers projets que j'ai eu, en fait, donc comme j'ai dit, hein, j'étais en binôme pendant tout le premier mois avec quelqu'un, avant d'avoir mes premiers clients tout seul, où du coup, toutes les tâches, il me les filait. Donc, il fallait faire des campagnes Google, des campagnes Facebook, scraper des bases de données. Moi, je l'aidais sur toutes ces missions-là. Et une fois que j'ai commencé à être à l'aise, donc c'était au bout d'un mois et demi, là, j'ai commencé à prendre mes propres clients tout seul. Donc voilà. Et du coup, à faire vraiment moi-même toute la production, l'exécution tout seul. Et concrètement, du coup, qu'est-ce que c'était avoir ce client-là c'était mener quelle mission, du coup? Ouais, en gros, on est toujours sur les missions, on était toujours en binôme, donc il y avait quelqu'un qui s'occupait de la stratégie et quelqu'un de l'exécution. Moi, j'étais plutôt sur la exécution. Mais à terme, en fait, je challengeais de plus en plus sur la stratégie, je faisais un peu les deux. Mais typiquement, le tout premier client que j'ai eu, je crois que c'était, si je me souviens bien, c'était une application mobile, une néobanque éco-responsable, donc tout ce qui est à l'instar de Greengot, etc. C'est une application mobile et ce que je devais faire, très concrètement, il avait rien, c'était vraiment le pré-lancement. Donc là, c'était vraiment, il allait lancer le produit, c'était vraiment une liste d'attente, etc. Je devais faire donc une landing page pour eux de A à Z, commencer à faire des campagnes Facebook pour générer des inscrits sur la liste d'attente, configurer toute la partie email, les flows d'emailing en mode une fois que tu t'es préinscrit à la newsletter, voilà le flow d'email que tu reçois. Toute la partie tracking pour être sûr qu'on ne perd aucune donnée. Ça ressemblait plutôt à ça. Je crois que c'était mon premier client. Et tu vois, là, quand tu parles de la réalisation même si toi, tu étais plus sur la partie exécution, je pense que tu vas pouvoir aussi nous répondre plus sur la partie strat, mais la partie landing page, c'est du coup, ça rentre un peu dans la phase de AARRR, de la phase d'acquisition, où c'est le moment où du coup les utilisateurs, utilisatrices vont se convertir en potentiel acheteur, acheteuse. Et peut-être aussi nous détailler un peu comment est-ce que la landing page, elle était pensée comme ça, tu vois, on comprend un peu mieux le flow et comment après ils sont retenus et tout, tu vois. Déjà, j'ai dû faire une landing page pour savoir que eux, du coup, ils avaient un site. En gros, le but de la landing page, c'est de se dire, OK, j'arrive sur la page, j'ai qu'une action possible. Soit je m'inscris à la liste d'attente, soit je pars de la page. Donc, si j'envoyais vers le site, tu as les onglets. Dans le footer, tu as, je sais pas, les mentions légales, etc., conditions générales d'utilisation. Enfin, tu peux naviguer partout. Et en fait, ton esprit n'est pas focus. Et du coup, moi, ça, c'est ce que je vais éviter. Et c'est du coup le but des landing pages, c'est d'avoir deux possibilités. Soit tu fais l'action que tu as envie de faire, soit tu pars de la page sans rien faire. Donc, c'est tout l'intérêt de la landing page. Et du coup, comment elle a été pensée simplement, du coup, j'ai pas mal parlé avec eux pour comprendre c'est quoi le produit, c'est quoi leurs attentes. Donc, le but, c'était vraiment de générer une liste d'inscrits sur la liste d'attente. Et par rapport au site web, où je trouvais que le copywriting n'était pas forcément bon, qu'il ne poussait pas à la conversion, tout en fait sur le landing page est vraiment destiné à pousser à la conversion. Donc, dans le wording que tu utilises, c'est pas forcément savoir bien écrire, mais c'est savoir bien écrire pour de la conversion. Et ça, c'est vraiment différent, et c'est vraiment un skill qui est hyper sous-estimé. Le copywriting, un truc, moi, qui est un des trucs que je préfère faire dans le growth d'ailleurs, le copywriting. Donc voilà, mais après, ça a resté une landing page assez classique en termes de structure. Tu as ta hero section, là, la page sur laquelle tu arrives, le blog que tu arrives. Que tu vois quand tu arrives sur le site. Après, tu avais une section, c'est quoi la problématique, c'est quoi la solution, c'est quoi les éléments de réassurance, donc des témoignages, ce genre de choses. C'est classique, quoi. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la partie bien écrire pour de la conversion, et ce qui ne veut pas dire forcément bien écrire avec du storytelling, etc. Mais plutôt, est-ce que c'est en fait c'est un peu une sorte de recette magique qui puisse fonctionner n'importe quel produit ou tu vois structure dans laquelle tu finalement mets des actions growth, ou justement ça dépend de ta compréhension du produit et de comment est-ce que tu vas capter tes personas, etc. Enfin, tu vois, à quel point est-ce que c'est un truc réplicable et il y a des trucs à savoir quand tu te lances en growth ou justement... je pense que c'est vraiment les deux, mais le copywriting va te servir vraiment dans tout le growth de manière générale. Ça te servira pour copywriter des landing pages. Ça va être très important dans tous les emails que tu envoies, que tu fais du cold emailing. Aujourd'hui, les gens sont sursollicités. Il y a 10 cold emails par jour. Comment toi, tu te démarques, comment tu adoptes le bon ton, etc. C'est hyper important en cold emailing. Et après, ça peut vraiment servir sur tout, même dans des emails de relance, si tu as un produit, des emails de relance, des emails que tu envoies à tes clients. Enfin,
même des emails d'intro, enfin, ça peut vraiment servir dans tout. Enfin, c'est une compétence absolument essentielle à maîtriser. Et en vrai, je connais peu de personnes qui maîtrisent vraiment ce truc. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Donc voilà, et après, évidemment, c'est dans la compréhension de ton personnel, la proposition de valeur, comment bien dire le truc. Tu parlais de storytelling, hein, c'est assez important dans le copywriting. Hein. Enfin, le but, c'est que les gens ressentent des émotions. Et c'est là, en fait, où ça reprend tout le marketing. Et je trouve que le growth, enfin, pour moi, c'est vraiment du marketing psychologique. Enfin, c'est hyper focus sur la psychologie. Et moi, je me renseigne pas mal dessus. C'est comment tu arrives à attacher émotionnellement, créer un lien avec la personne qui va te lire pour continuer à lire, à scroller ta page, etc. Tout en gardant cet aspect performance conversion. Et ça pourra peut-être être l'objet d'un prochain event, mais toi, comment tu fais pour te former justement sur la partie copywriting que tu trouves hyper centrale dans justement les formations? Ouais, alors j'ai pas trop de formation, c'est plus je teste énormément de trucs. Je me dis à chaque fois que je me dis ok, enfin moi j'ai ma conviction, j'ai une grosse conviction sur le cold emailing, sur le copywriting, mais je me dis pas que c'est parce que moi je pense ça, c'est pas parce que je pense ça que si tu faisais autre chose ça marcherait pas. Je dis pas ça du tout, mais je teste énormément de choses. Je me dis moi mon but c'est de parler quand je parle à quelqu'un, enfin quand je parle à l'écrit, c'est vraiment, enfin j'écris vraiment comme je parlerai, j'utilise les mêmes mots. Enfin, vraiment, j'essaie de paraître le plus humain possible. C'est vraiment moi ma conception du bon copywriting. Après, évidemment, en intégrant les contraintes qui peuvent être, je sais pas, si ta cible c'est des DRH de plus de 50 ans, bah évidemment, ils vont peut-être pas essayer des trucs comme le tutoiement. Enfin, il y a des trucs qui sont un peu no-go. Mais vraiment, dans l'approche, je veux qu'on ressente que ce soit un humain qui l'ait écrit dans tout ce que j'écris. Ouais, et pas un mail automatisé de plus, quoi. Exactement. Enfin, exactement. Et du coup, j'utilise pas mal de techniques pour ça. Enfin, tu vois, moi, j'ai aucun problème dans un mail à je fais pas des phrases, tu vois. Au lieu de dire à la fin sur mon call to action où je demande mon call to action, généralement donc l'email c'est du coup pour booker un rendez-vous et je vais juste écrire pertinent d'en discuter 15 minutes pour interrogation. Je vais pas faire de phrases parce que dans la vraie vie j'en ferai pas. Enfin, parfois j'écris même beaucoup, tu vois, j'écris BCP, enfin j'écris genre j'abrège des trucs, enfin j'écris vraiment comme j'écrirais à quelqu'un d'autre, quoi. Ok, hyper intéressant cette partie copywriting. Est-ce que, avant de passer peut-être à la partie ton expérience chez Silver, est-ce que tu peux nous partager ton plus gros learning qui vient, je sais pas, soit d'un échec, soit d'un truc que tu as trop bien réussi à mettre en place en growth, mais c'est quoi globalement ton plus gros apprentissage de cette année chez Germinal, si tu devais en résumer qu'un seul? Yes. Donc là, on va juste en reste focus sur Germinal, mais juste pour que les gens comprennent bien, enfin, j'y suis plus depuis un an et demi. Mais quand j'étais là-bas, du coup, le truc vraiment que j'ai appris et qui me suivra, je pense, toute ma vie et toute ma carrière, c'est vraiment tracking. C'est hyper important. C'est le truc que j'ai retenu. On ne lance jamais rien si on n'est pas sûr que ça soit traqué et qu'on puisse remonter les résultats. Parce que quand on est grosse, je pense, les gens s'identifieront, mais il n'y a rien de plus pénible que de perdre de la data. C'est vraiment un peu ma bête noire, hein, et c'est vraiment le gros truc que j'ai retenu. En vrai, si je dois retenir un truc de là-bas, c'est ça, quoi. Ok. Et justement, oui, c'est vrai que peut-être que c'était pas très clair, mais oui, pour la partie Germinal, donc qui est dans le passé, et là maintenant tu es chez Silver. Et dans ta présentation, tu nous disais que du coup, tu avais intégré Silver dans les premiers employés, que tu avais finalement déployé la partie growth de rien. Et du coup, ça ressemble à quoi concrètement les premiers mois, les premières semaines du premier employé en growth? Yes. Alors moi, j'aime bien raisonner sur un triptyque qui est genre première semaine, premier mois et 3 premiers mois. Parce que les 3 premiers mois, c'est à la fin de ta période d'essai, généralement. Les 7 premiers jours, il faut bien comprendre qu'on va rien faire de spécial. Comme n'importe qui qui arrive dans une boîte. Le but, c'est d'apprendre à connaître les gens, d'apprendre à connaître c'est quoi la boîte, c'est quoi Silver, c'est quoi la proposition de valeur, c'est quoi le persona, bien tout comprendre vraiment sur la boîte en elle-même. Est-ce que, Joari, juste avant tu peux rappeler ce que c'est le persona peut-être Ouais, le persona, c'est du coup ta cible, la personne que tu cibles, à qui tu vends ton produit. Et quand on parle de persona, c'est vraiment bien le connaître dans les détails. C'est quoi ses barrières à l'entrée, à qui il reporte, et non pas des trucs qui ne servent pas à grand chose pour moi, genre c'est quoi sa série préférée, ce genre de choses, ça passe pas d'intérêt. Mais c'est vraiment en gros ta cible. En gros. C'est de la personne à qui tu vas parler, qui est décisionnaire dans l'entreprise et à qui tu dois vendre ta cible. Donc voilà, la première semaine aussi, ce qui est intéressant, c'est
de comprendre c'est quoi un peu la stack technologique qui est dans la boîte, donc c'est quoi les outils qui sont utilisés et comment du coup toi tu vas pouvoir interagir avec ces outils. Déjà c'est un peu la première semaine. Le premier mois, moi je m'en souviens, j'avais vraiment focus sur la partie client, comprendre qui sont les clients existants, discuter avec eux, être en shadow sur des calls avec des sales pour comprendre comment ils pitch Silver, c'est quoi les barrières à l'entrée quand quelqu'un n'est pas intéressé par Silver. Ça, c'était hyper important. Et au-delà de ça, une fois que j'avais vraiment mis le nez dans les outils, dans le tracking, etc., c'est comprendre c'est quoi les quick wins que je peux apporter, c'est quoi les gaps dans la data qu'on a, les trucs qui sont mal traqués, là où je vais pouvoir avoir le plus de valeur ajoutée très rapidement. Et les 3 premiers mois, c'est à partir de ce moment-là que tu commences du coup à avoir ton backlog d'expérimentation. On va te dire, OK, pendant ces 3 premiers mois, voilà les canaux que j'ai envie de tester, les expérimentations que j'ai envie de faire. Toute une grosse partie reporting aussi, et c'est là où tu vas du coup faire ces premières expérimentations. Il faut bien comprendre qu'à la fin de la période d'essai, quand tu as au bout de 3 mois, ton boss il sait que tu ne vas pas avoir fait une croissance de X% sur la boîte, mais il faut quand même pouvoir prouver que tu as mis en place ce genre d'expérimentation, que ça a marché et que voilà ce que tu peux faire par la suite. Donc c'est hyper important d'avoir très concrètement lancé déjà des trucs et pouvoir reporter sur ce que ça a rapporté à la boîte. Est-ce que tu as un exemple d'action qui ont été menées à chaque étape du funnel à nous partager, et aussi peut-être des billes, en tout cas des billes de pratique sur ce que toi tu as pu faire pour correctement traquer tes données? Ouais, alors en gros, donc toute la partie tracking, donc, moi c'est là où l'expérience Germinal m'a beaucoup servi. Donc toute la partie tracking, moi c'était surtout via Google Tag Manager, Google Analytics. Le but c'est de se dire, ok, quelqu'un arrive sur le site ou sur une landing page, il faut que je puisse traquer absolument tout ce qu'il fait quand il navigue, etc. Et une fois qu'il a fait l'action que je veux, qui est de remplir du coup une demande de démo, il faut que tout puisse arriver dans mon CRM, que tout soit traqué, que je ne perds rien du tout. Donc c'est une grosse partie du coup Webflow, HubSpot, Zapier. Ce qu'on me demande en même temps, c'est quoi les outils que j'utilise. Donc ces 3 outils-là, Google Tag Manager, Google Analytics, et surtout la partie acquisition, les premiers tests que j'ai menés. Les premiers trucs que j'ai testés, je crois que c'était du coup du Facebook Ads. Et après, c'était de l'outbound, donc tout ce qui est scrapping de base de données, cold emailing, etc. Donc là, les outils, encore une fois, vu que je venais d'arriver dans la boîte, j'ai pris des outils simples. Donc j'avais pris de Lemlist pour le cold emailing. Pour tout ce qui est scrapping, ça dépend. Il y a 10 000 outils pour le faire. En CRM, du coup, on a HubSpot. Pour tout ce qui est enrichissement de données, j'avais Drop Contact. Tout ça, c'est des trucs qui sont beaucoup plus poussés aujourd'hui. Voilà un peu ce que j'avais à l'époque pour commencer. Parce que, évidemment, au début aussi, tu arrives, tu n'as pas trop envie de cramer le budget de la boîte, donc tu prends des trucs un peu économiques. Donc voilà, il y a pas mal de trucs aussi qui jouent. Et scrapping, tu avais dit, vous utilisiez quoi? Ça pas d'outil en particulier, ça dépend vraiment ce que tu veux scraper. Hein. Si tu veux scraper LinkedIn, si tu veux scraper LinkedIn, je sais pas, moi j'ai utilisé Eva Boots. Si tu veux scraper des annuaires, genre en mode le top 500 des DNVB, là tu as plein d'outils no-code, des petites extensions Chrome qui permettent de scraper absolument tout. Deux, moi que j'aime beaucoup, tu en as une qui s'appelle Instant Data Scrapper, ça c'est vraiment 2 clics. Et l'autre c'est webscraper.io quand tu vas aller sur des trucs un peu plus avancés. Et dès que tu as besoin de scraper des trucs qui sont pas scrapables, qui sont compliqués, voilà, du coup il faut savoir un peu coder. Si tu ne sais pas coder, du coup savoir expliquer à tes techs, à ta team tech, qu'est-ce que tu veux faire, comment faire. Ok, trop bien pour la partie un peu stack outils. Et ouais, du coup, tu vois, si on déroule, donc acquisition, est-ce que vous avez mis en place quelque chose chez Silver qui pourrait rentrer du coup dans cette partie du funnel qui est plus celle du referral, de la recommandation, et qui serait, je sais pas, un exemple de bonne pratique dont, je sais pas, peut-être vous êtes fier ou qui a bien fonctionné, ou au contraire, qui n'a pas trop fonctionné? Alors, il faut savoir que Silver, là, pendant 1 an et demi, on était très focus sur l'acquisition. On a vraiment que tapé sur du framework. Par contre, à partir de janvier, du coup, comme je le disais, je fais une restructuration donc, en fonction de ce framework, et on va beaucoup plus toucher notamment à l'activation et à la partie referral et rétention. Mais là, jusqu'à date, vraiment, on n'a que fait de l'acquisition, on a bourriné là-dessus. Donc, j'ai pas trop d'exemples à partager là-dessus. Et peut-être un exemple de truc en acquisition qui n'a pas trop marché, c'était assez récemment. On a voulu tester en outbound, donc cold emailing, une campagne spécifique sur le Black Friday. Donc, en gros, juste pour expliquer très rapidement, parce que chez Silver, du coup, nous, on finance principalement des e-commerçants. On leur donne de l'argent pour qu'ils puissent du coup dépenser plus en ads et en stock. Du coup, le Black Friday pour les e-commerçants, c'est un peu la grosse période où ils vont faire plus 30% sur leur chiffre d'affaires. Donc, c'est hyper important pour eux d'avoir de l'argent à ce moment-là et pouvoir surinvestir en ads pour faire face à la concurrence.
On s'est dit, OK, le break AD, c'est hyper important, on va tester quelque chose de spécifique là-dessus. Donc, Diane, qui travaille dans mon équipe, avait mené pas mal de recherches assez poussées pour identifier, OK, cette année, c'est quoi les top trends du Black Friday. On s'est rendu compte, c'est de l'électronique, tout genre de choses, etc. Pour qu'on puisse cibler exactement les bonnes boîtes et que ce soit pertinent. Et au final, on n'a pas du tout eu les résultats attendus, des très faibles taux de réponse, de taux de démo. Mais voilà, en vrai, tant pis, c'est la vie, ça ne peut pas toujours marcher. Et par contre, le gros learning que j'en retire, c'est que l'année prochaine, on passera peut-être pas du temps à faire ça et on économisera tout le temps qu'on a passé là-dessus pour faire autre chose parce que visiblement, ça marche pas en fait. Mailing, Bloodband juste avant le Black Friday, ça n'a pas marché pour nous et on gagnera du temps pour faire autre chose, quoi. Ok. Est-ce que j'allais dire la promo, mais pas du tout. Est-ce que vous avez des questions, du coup, pour les personnes qui nous écoutent sur peut-être des exemples que vous aimeriez que Johari nous développe sur du coup la partie acquise, vu que c'était le point de focus pendant cette dernière année, voilà, qui sont très liés aux exemples concrets qu'il a pu commencer à aborder. Alors, Ayana qui pose une question. Est-ce que tu fais parfois du growth en inbound? Et très bonne question. Donc moi, je considère que l'inbound, c'est aussi la partie paid. Je fais aussi beaucoup de paid marketing. Donc Google Ads, Facebook Ads et LinkedIn Ads principalement. Donc tout ça, ça me génère du coup des leads en inbound qui viennent sur mon site et remplissent des demandes, des démos. Donc ça, j'en fais beaucoup. Mais par contre, si je parle inbound, sens contenu, SEO, etc., donc là, c'est pas trop dans ma team, c'est plutôt dans l'autre team qui est plutôt content, marketing, communication. Évidemment, on travaille ensemble, mais c'est plutôt la partie. Moi, je fais pas trop de SEO et c'est vraiment le point, du coup, mon point faible en growth, c'est que j'y connais pas grand-chose. J'ai une connaissance de ce que c'est les grandes logiques, mais je suis pas vraiment du tout opérationnel en SEO. Donc ça j'en fais pas. Mais par contre, je suis 100% d'avis qu'une croissance saine, ça passe forcément en inbound et par le SEO, des trucs long-termistes, mais sur le long terme qui rapportent énormément plutôt que des logiques d'acquisition très paid, etc. Ou à long terme, j'y crois pas trop. Ok. N'hésitez pas, je continue évidemment à regarder le chat si vous avez des questions très liées du coup à l'expérience de Johari. Ouais, tu nous disais que du coup que voilà, maintenant tu t'as bâti ton équipe Growth, que maintenant vous êtes un peu dans une réorganisation pour janvier. Comment est-ce que toi tu as construit ton équipe? C'est quoi les hard et soft skills que tu regardes? Voilà, globalement, comment tu recrutes tes profils en Growth? Ouais, alors moi j'ai une manière assez particulière de recruter. Je recrute des gens qui n'ont pas d'expérience en growth. Les deux premières personnes que j'ai recrutées, ils avaient jamais fait de growth avant. Okay. Mais par contre, ils étaient très solides sur d'autres aspects qui pour moi importent énormément, qui sont en un, ta connaissance du marché, à quel point tu connais le marché et à quel point du coup si tu fais du growth dans la boîte, tu vas être bon parce que tu sais comment ces personnes réfléchissent là, comment ces personnes réfléchissent, à quel point le marché est gros, etc. etc. C'est un truc qui importe énormément pour moi. À quel point tu es curieux, ça c'est hyper important aussi. Et je le relie en fait avec ta courbe d'apprentissage. À quel point en fait à quel point je sens que la personne, elle va évoluer très rapidement, même si elle n'a pas d'expérience en growth, que d'ici 6 mois, elle sera meilleure que quelqu'un qui a un an d'XP. C'est un peu ma logique pour recruter. Et au-delà de ça aussi, le dernier truc que je n'ai pas précisé, mais c'est à quel point en fait, tu es intéressé vraiment par la boîte. Quelqu'un qui arrive en entretien, je lui demande de me pitcher la boîte, ce genre de questions très basiques. Ouais, je vois. C'est pas trop me répondre, c'est un no-go. Pareil, là, pour expliquer la connaissance du marché, si je demande, on adresse des e-commerçants, si je demande combien il y a d'e-commerçants en France et que tu as une réponse beaucoup trop éloignée de ce que j'attends, si je te demande, OK, c'est quoi pour toi, je sais pas, c'est quoi un e-commerce que tu aimes bien, un e-commerce qui pour toi va exploser? Et j'ai déjà eu ce genre de réponse et on me répond Chine ou Amazon. Bon, je finis l'entretien, mais c'est déjà fini. Okay. Voilà, moi, c'est des trucs sur lesquels j'apporte très d'importance, mais les hard skills, je considère qu'on peut les apprendre très rapidement. Et ça, j'ai essayé de l'évaluer en mode à quel point tu vas apprendre très rapidement ces trucs-là. Et après, tu vois, il y a un cas pratique. Et en fait, très souvent, je vois que les cas pratiques, des personnes qui n'ont jamais fait de growth font des meilleurs cas pratiques que des gens qui ont un an d'XP. Et du coup, ça me valide le fait que c'est ces personnes-là qu'il faut que je prenne. Oui, parce qu'elle a déjà démontré du coup par cet exemple-là qu'en fait elle peut fouiner et je sais pas à quoi m'attendre. Si, ils ont fait de cas pratique et il est satisfaisant, donc c'est vrai. Et après, au-delà de ces deux premières personnes, j'ai recruté du coup un paid acquisition manager. Évidemment, lui, il a de l'XP parce que c'est un poste un peu plus senior
il fallait de l'expérience. Ok. Un Ghost Engineer, là, il y a beaucoup d'XP, c'est un tech en gros, et un stagiaire en notre bande. Et par contre, ce qui est assez marrant, c'est que par contre, ce stagiaire, je voulais quelqu'un qui ait déjà de l'XP en growth, tout simplement parce qu'on était dans une période de rush et je voulais qu'il soit opérationnel très très vite. Et je ne pouvais pas attendre que 3 mois, qu'il soit pendant 3 mois à la fin à la moitié de son stage, qu'il soit opérationnel. Donc là, c'était un peu un choix paradoxal avec ceux que j'ai pris en CDI qui n'avaient pas d'XP. Ok, peut-être alors du coup pour finir sur la partie un peu inspirationnelle où du coup on va essayer de reprendre un petit peu de hauteur et de voir toi comment est-ce que tu aussi pas te formes mais fais un peu ta veille sur sur des dernières expériences, sur les derniers outils qui peuvent sortir en growth, les dernières stratégies qui peuvent être mises en place par des boîtes que toi tu suis. À ce sujet, du coup, quelle personne ou compte ou boîte t'inspire là-dessus et voilà que tu trouves assez chouette de suivre pour ensuite mettre en place des actions grosses pertinentes. Ouais, il y a plusieurs. Hein, en fait, je vais plus parler de personnes que de boîtes, parce que c'est les personnes qui sont ces boîtes qui contribuent à la réussite de la boîte et non l'inverse, je pense. Les deux premières, ce serait Encore Store et Payfit. Donc Nicolas Sitter et Stanislas Paulet, qui sont Head of Growth respectivement là-bas, qui sont les personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées dans ma vie en growth. Donc, c'est des personnes que j'admire beaucoup, qui ont Nicolas Sitter, du coup, d'Encore Store, qui est la plus grosse team en growth de France. Il doit avoir peut-être 80 personnes en growth, ce qui est absolument énorme. Donc, il a construit vraiment un truc assez inspirant, je trouve assez génial. Et pareil pour Stanislas, qui a une très grosse team là-bas chez Payfit. Il n'est plus chez Payfit d'ailleurs maintenant, mais à l'époque en growth. Après, je dirais Benoît Renard de chez Alma, qui est CMO là-bas. Lui, c'est quelqu'un qui est hyper fin dans son approche, très très carré, très très orienté data. J'adore la manière dont il fait du growth. Et la dernière, je dirais que c'est Bastien Paul de chez Big Blue, qui est une startup qui n'est pas une scale-up, pour le coup, une startup un peu plus jeune en série A. Lui, c'est quelqu'un qui est très technique et surtout qui est très il fait des choses vraiment très bullish. Il fait des choses vraiment en masse. Il a des convictions sur pas mal de trucs. On n'a pas forcément la même vision du growth. Moi, je suis quelqu'un qui est très dans le détail plutôt que faire des trucs massifs. Mais je trouve ça toujours hyper intéressant de lui parler. De lui parler. Tu peux redire qui c'est de chez Big Blue, s'il te plaît? Il s'appelle Bastien Paul. Bastien, ok, ça marche. Le growth manager qui est là-bas. Nicolas Sitter, on avait eu la chance de l'avoir pour une de formation. Je suis assez d'accord sur hyper inspirant. Ok, trop bien. Je me suis noté du coup ces inspi. Est-ce que vous avez des questions pour clôturer cette interview pour Johari ou tout vous semble good? Avant de finir du coup avec moi, ma dernière question à moi, je vous laisse écrire sur le chat si vous en avez. Johari, on a parlé de ce que c'était maintenant le growth, sous le prisme évidemment de ce que toi tu connais, de ce dont toi tu as pu faire l'expérience. Comment est-ce que tu vois évoluer cette discipline-là ou ce poste-là? Très bonne question. Je vais parler de 3 aspects, genre en termes de personnes, en termes de métier en lui-même et en termes de canaux. En termes de personnes, c'est un métier qui se démocratise de plus en plus. Donc ça, ce qui est très très cool. Je considère que je suis nouveau dans le growth. J'en fais depuis 2 ans et demi, mais il y a des gens qui en font depuis 2015. Ça, c'est vraiment les personnes qui étaient au début. Aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus, donc c'est très cool. Très honnêtement, je pense qu'il va y avoir vu que ça se démocratise et qu'il y en a de plus en plus, il va y avoir beaucoup de growth avec un niveau, en vrai, honnêtement, moyen, je pense. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'on va voir vraiment émerger les meilleurs growth sortir de la masse, je pense, qui étaient peut-être un peu dans l'ombre jusqu'à présent. Mais je pense qu'on va vraiment les voir sortir de la masse, les meilleurs growth sur le marché en France. Donc ça, c'est cool. Et ce seront, je pense, ceux qui seront un peu qui ont un profil, ce que j'appelle T-shape, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent vraiment les grosses logiques du growth de manière générale et qui ne sont pas focus sur un truc. Donc, ils ne savent pas que faire de l'acquisition. Ils maîtrisent toutes les étapes du framework. Ils savent faire à la fois, ils sont bons en tracking, en paid marketing, donc en ads, en outbound, en stratégie. Ils maîtrisent un peu tout. Ça, je pense que ce sera vraiment les meilleurs growth. En termes de métier, je pense que ça va devenir de plus en plus transverse.
C'est déjà le cas aujourd'hui, hein, de plus en plus, mais on commence à comprendre, je pense, pas mal de trucs qui viennent des États-Unis, parce que le growth hacking, ça vient de là-bas. En France, on est quand même vachement derrière, hein, mais on commence à comprendre pas mal de trucs et à piger pas mal de trucs des US. Typiquement, je pense les notions de product marketing ou de demand generation au lieu de lead generation. Et on va arrêter de faire comme ce que je fais aujourd'hui, là, de tout focus sur l'acquisition parce que ça n'a pas de sens. Le but, c'est vraiment de faire tout le framework, d'être présent sur tout le framework. Et en termes de canaux, je pense que tu as pas mal de canaux qui vont arriver à saturation, comme dans tout cycle. Mais on va essayer de faire de plus en plus de trucs plus quali, plus pérennes. Il y a quelqu'un qui parlait avec la question de l'inbound tout à l'heure, mais ouais, beaucoup plus focus sur inbound, SEO, et on va arrêter en fait de bourriner là, comme des sagouins, l'outbound, faire du code emailing, code de outrance. Ce qui marchera, je pense, toujours. Mais ouais, il y aura toujours de plus en plus de personnes qui vont le faire. Ils vont recevoir, là aujourd'hui, ils reçoivent 5 mails par jour. Demain, ce sera 10. Après-demain, ce sera 20. Il y a un moment où ça va commencer à saturer, même si c'est des canaux. Ça disparaîtra jamais, l'email et le téléphone, c'est sûr. Mais ça va quand même commencer à saturer, je pense, à un moment. Il faudra rentrer dans des logiques qui sont beaucoup plus pérennes, et notamment dans les logiques d'SEO, d'inbound, etc., je pense. Ok, hyper intéressant. J'ai vu que, alors quand on parlait Daria, alors que je la retrouve, ok, Daria qui a posé une question qui du coup finalement sera celle de la fin. C'est quoi finalement la différence entre le marketing digital et le growth? La frontière me paraît assez floue. Ah, c'est cool de finir sur cette question-là, effectivement. Ouais, parce que trop bonne question. Enfin, même moi, je suis pas sûr d'avoir une réponse précise, hein, mais pour moi, en gros, la différence entre les deux, donc le growth, c'est vraiment une sous-branche du marketing digital. Hein, donc, pour moi, ça rentre vraiment dedans. Mais la différence, c'est que c'est en gros, le growth, si je devrais définir, c'est du marketing digital technique. En gros, il y a 3 différences avec du marketing digital traditionnel. Le premier, c'est que c'est hyper. En gros, il y a la logique de test and learn, parce que tu n'as pas forcément de marketing digital, mais vraiment test and learn, tester des trucs rapidement, générer des apprentissages, surinvestir sur ce qui marche, couper ce qui ne marche pas, mais vraiment être dans une culture d'apprentissage continu. Ça, je pense, c'est le premier point, la première différence. Le deuxième, c'est la partie data-driven. Tout ce que tu fais doit toujours être backé par de la data. Donc, toute cette partie tracking un peu technique, il faut que ça soit fait et on ne lance jamais rien si il n'y a pas la data derrière. Et le troisième, qui est vraiment plus sur l'aspect technique, c'est vraiment une maîtrise, une compréhension de l'univers technique aujourd'hui. Donc, je ne dis pas qu'un growth doit savoir absolument coder. Moi-même, je ne sais pas coder, mais je comprends quand même assez bien tout ce qu'il y a derrière le code, comment fonctionnent des API, tous les outils de no-code, savoir maîtriser tout ça, c'est hyper important. Si demain, je dois dire je travaille du coup beaucoup avec mon growth engineer, tous les projets que je lui donne, quand il me dit de manière très technique des trucs, parfois je comprends pas forcément dans le détail, mais je comprends la logique de tout ça. Donc tout ce qui est no-code, low-code, il faut comprendre comment ça marche, savoir utiliser tout ça. Et que quand on fait du marketing digital, si tu prends quelqu'un qui fait du marketing digital dans une PME, une grosse boîte, quand tu lui parles de Zapier, tu as une chance sur deux qui ne connaissent pas, qui ne sachent pas ce que c'est, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment les 3 points différenciants, c'est test and learn, data driven et technique. Donc no code, low code et code. Trop cool. Hyper intéressant. Ok, Daria dit top, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là pour cette pause déj. Merci beaucoup Joari pour tous tes partages. J'ai pris plein de choses hyper intéressant, que ce soit sur non seulement ta vision toi de ce qu'est un ou une bon growth manager. Je trouve ça hyper intéressant la façon dont tu recrutes aussi, sur la partie hard et soft skills. J'espère que du coup pour les personnes qui par exemple sont plus dans un truc de se demander si finalement le growth c'est fait pour vous, non seulement que ça vous semble plus clair en termes de définition, c'est ce qu'on a essayé de faire, une partie un peu théorique, mais aussi que vous disiez qu'en fait si vous êtes dans cette idée de quitter votre job actuel pour finalement vous diriger là-dedans, qui en fait il n'y a absolument aucune porte qui sont fermées si vous êtes dans ce truc d'avoir envie d'apprendre et d'être dans un truc où vous avez envie de tester plein de choses. Le growth peut effectivement être fait pour vous. Joari, c'était trop chouette de t'avoir avec nous, et évidemment du coup quand tu auras mis en place des trucs plutôt sur la partie activation, etc., ce serait trop intéressant de refaire un autre event. Mais du coup pour ce qui arrive, la suite avec Lyon, on a 2 événements qui arrivent donc la semaine prochaine, le mercredi, le 29, et ensuite dans 2 semaines, parce que du coup on essaye de se faire une petite série là avant Noël sur
sur le growth, parce qu'on se rend compte que voilà, c'est peut-être un peu méconnu, mal connu. Donc la semaine prochaine, on va se focus. Là, c'était très large, c'était voilà, très conseils pratiques, mais aussi théoriques. Et la semaine pro, on se focus sur les paid ads. Je vous mettrai dans le petit mail récap du coup le lien vers l'event si c'est quelque chose qui peut vous intéresser aussi. Et dans 2 semaines, on continue. Là, on sera avec Guillaume Awad, qui est Head of Growth de chez Shine. Et du coup, lui, ce sera sur la partie comprendre comment mettre en place concrètement la méthode AARRR dans une organisation. Merci encore une fois d'avoir été avec nous et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci à tous. Salut.